Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi 2 décembre. La Côte d'Ivoire a un nouveau président ce soir. L'opposant Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur de Laurent Gbagbo avec plus de 54% des votes. Le pays reste sous tension. Les représentants des deux camps seront avec nous pour un premier dialogue apaisé. Les militants socialistes aux urnes aujourd'hui, ainsi que lundi en raison des intempéries, ils se prononcent sur l'égalité réelle, mais tous ne parlent que du psychodrame des primaires. Des aménagements dans le remaniement, la perspective confirmée par François Fillon pourrait permettre le retour de plus de centristes. Invité du 19h, Philippe Richert, le nouveau ministre des collectivités territoriales, centriste de l'UMP. 32 départements, toujours en vigilance orange en raison de risques de nouvelles chutes de neige. Les régions de Normandie, de Bourgogne, du centre, du Limousin et des Charentes sont concernées. Les transports restent perturbés en raison des hauteurs de neige parfois jamais vues depuis des décennies, jusqu'à 60 cm dans le Cotentin. Malgré la forte consommation d'électricité, le gouvernement exclut toute rupture d'approvisionnement, mais Nathalie Kosciusko-Morizet appelle ce soir à ne pas utiliser par civisme, dit la ministre, son lave-linge et autres équipements électriques à l'heure du pic de la demande, c'est-à-dire 19h. Mais n'éteignez pas vos téléviseurs. Dominique Strauss-Kahn ne commande pas l'entrée en lice de Ségolène Royal, mais le directeur général du FMI de passage à New Delhi évoque son successeur, qui selon lui ne devra pas venir d'Europe ou des États-Unis. Les Strauss-Kahniens voient dans ses propos un message subliminal de leur champion qui triomphe dans un sondage BVA pour Canal+. Il recueillerait 46% des votes d'une primaire socialiste, loin devant Martine Aubry, 10%. Et Ségolène Royal, 8%. Les militants PS ont pris le chemin des urnes aujourd'hui pour voter sur l'un des volets controversés du programme socialiste, l'égalité réelle. Reportage, Patrick Jean-Pierre. À l'instar de cette section du 6e arrondissement de Paris, environ 175 000 militants socialistes se prononcent depuis 17 heures sur l'égalité réelle, quatrième et dernier volet du projet socialiste pour 2012. Un texte de 45 pages, rédigé après un mois de débat dans les sections. Il ne s'agit pas pour nous seulement de réparer quand les inégalités sont créées, mais d'agir à la racine, c'est-à-dire d'éviter que ces inégalités se créent. Et donc, d'où la priorité donnée à l'éducation. Concocté sous la houlette du porte-parole Benoît Hamon, le texte adopté par le Conseil national du parti est déjà contesté par plusieurs ténors, comme François Hollande, Manuel Valls ou Pierre Moscovici. Effectivement, les critiques comme quoi ça manquait de hiérarchie ou ça manquait disons, de réalité sur le plan économique, en tout cas, bon, ce ne sont pas infondés, loin de là. Une guerre de posture qui n'étonne pas pour autant les militants socialistes. C'est l'avis du Parti socialiste de commenter, de discuter, de se disputer aussi sur des propositions qu'ils estiment les uns et les autres bonnes pour notre pays. Le texte devrait malgré tout être validé sans trop de difficultés. Prochaines étapes, le 11 décembre avec la Convention nationale de ratification. Le projet final, placé sous la direction de Martine Aubry, aura lieu en avril 2011. Une mineure a été identifiée par la police après l'intrusion au domicile de Ségolène Royal. La jeune fille, identifiée par ses empreintes digitales, est connue des services de police pour différents cambriolages. Éric Woerth sera fixé en janvier sur l'ouverture d'une éventuelle enquête de la Cour de justice de la République. Celle-ci a examiné ce matin le soupçon de favoritisme visant l'ancien ministre du Travail dans l'affaire de l'hippodrome de Compiègne. Mediapart épingle le sénateur UMP de Paris, Philippe Dominati, pour ses activités privées rémunérées dans le secteur des éoliennes et des centres d'appel. Risque de conflit d'intérêts, dit le site d'information. Philippe Dominati dénonce, lui, un article d'Officine visant à le salir avant la campagne des sénatoriales. Le Sénat examine le budget de la culture qui tire son épingle du jeu. Selon Frédéric Mitterrand, ce n'est pas l'avis de certains acteurs du secteur, théâtre vivant, musée ou encore patrimoine. Aurélien Romano. Chacun mesure ici combien sont fortes les contraintes
qui pèsent sur le budget de l'État. Néanmoins, je tiens à dire que je me suis très fortement engagé afin de préserver cet état culturel. Et il s'en est plutôt bien sorti en ces temps de rigueur budgétaire avec 7,5 milliards de budget. La culture échappe notamment à la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Pour les musées, le budget est même en hausse, avance la majorité, et il est stable pour les bibliothèques et le patrimoine. Le budget avait été sanctuarisé, c'est une décision du président de la République. Donc la rigueur, elle s'applique dans la mesure où les crédits n'augmentent pas, ce qu'on aurait pu souhaiter, mais en tout cas elle s'applique de manière très relative puisque les crédits sont maintenus et les effectifs aussi. Pour l'opposition, le compte n'y est pas. Les sénateurs socialistes dénoncent une illusion comptable et pointent les baisses de crédits de l'aide au cinéma, avec une baisse du financement du Centre national de la cinématographie. De même, le spectacle vivant souffre d'après eux d'une perte de crédit. Pour finir, certains projets emblématiques comme le Centre Pompidou de Metz, inauguré cette année, pourraient avoir des problèmes de fonctionnement. Le Centre Pompidou à Metz, oui, c'est bien, il est réalisé, mais comment il va vivre maintenant? Il faut du monde pour le faire vivre. Alors on ne sait pas. Il n'y a pas de prévisions sérieuses qui sont faites là-dessus, et ça se reportera forcément sur les collectivités territoriales. Un transfert aux collectivités territoriales qui ne sera pas suivi de moyens, d'après ce sénateur. Le budget du ministère de la Culture et de la Communication représente près de 3% du budget de l'État. Une décision très politique. La Russie a été choisie par la FIFA comme pays organisateur du mondial en 2018. La Russie, qui apparaît comme un pays corrompu et brutal à travers les dernières fuites de Wikileaks, se dit honorée par la voix de Vladimir Poutine, qui a porté la candidature de son pays, vainqueur donc du grand favori, la Grande-Bretagne. Le Qatar, lui, a été retenu pour le mondial de 2022. À suivre, la victoire d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais d'abord, le premier invité du 19h, Philippe Richert, le nouveau ministre des collectivités territoriales. Philippe Richard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien sénateur, je le rappelle, et vous êtes aussi le président de la région Alsace, qui n'est pas placé en vigilance orange ce soir, mais j'ai l'impression que la neige, vous êtes plus près que d'autres à la recevoir. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où la neige, l'importance de la neige peut avoir des conséquences sur la circulation, mais l'Alsace est fréquemment concernée par le problème. Alors vous êtes habitué. L'Alsace, qui est la seule région restée dans le camp de la majorité lors des dernières élections pour la France métropolitaine. Est-ce que c'est cette victoire qui vous a permis d'entrer au gouvernement? Je crois qu'indiscutablement, il y a eu un effet de loupe. Mais en même temps, je pense 18 années de présence au Sénat et puis aussi un travail sur un certain nombre de sujets ont fait que, par exemple, sur les collectivités territoriales, c'est un domaine qui aujourd'hui m'est relativement familier. Et je crois que toutes les composantes, même l'opposition, peut le reconnaître. Alors vous connaissez bien effectivement les différents échelons, la région, le département, le Bas-Rhin. Mais vous avez quitté, peu de temps avant d'entrer au gouvernement, Philippe Richert, vous avez quitté avec fracas l'association des régions de France, qui est dominée par les élus socialistes, forcément. Est-ce que vous le regrettez alors qu'aujourd'hui, eh bien, vous plaidez pour le dialogue? Alors, ce qui s'est passé clairement, c'est que, à un moment donné, les régions, l'association des régions de France, la RF, s'est retrouvée dans une opposition au gouvernement, en disant clairement leur objectif, c'est de faire la guerre au gouvernement. Je ne pouvais pas m'y retrouver, je l'ai dit clairement. Au bout de 6 mois, dans le fonctionnement de la RF, les régions de la majorité présidentielle s'est toujours retrouvées sans responsabilité. J'ai indiqué que dans ces conditions, je quittais pour que nous puissions fonctionner. Vous ne regrettez pas d'avoir claqué la porte, maintenant qu'il faut renouer avec les dirigeants socialistes de ces régions. Ce que j'ai dit clairement par ailleurs, donc d'abord sur le sujet, le président, M. Rousset, je l'avais vu avant d'être nommé. Puis la deuxième chose, c'est que j'ai indiqué clairement qu'au niveau de l'association des élus régionaux de France, je quitte la présidence parce qu'il faut être clair, lorsqu'on travaille, on travaille avec tout le monde. C'est tout à fait normal. J'ai rencontré entre-temps M. Rousset, j'ai rencontré le président de l'ADF et de l'AMF. Alors, en tous les cas, vous êtes confronté, il faut le dire, à la mauvaise humeur des élus, mais pas seulement de gauche quand même. D'ailleurs, la réforme des collectivités territoriales a été adoptée de justesse au Sénat, et notamment en raison des réticences centristes. Est-ce que ça ne fragilise pas cette réforme? Non, mais je crois que vous savez tous qu'il y a certaines réformes qui ont été adoptées de façon très limite, quand on prend la création tout simplement de la République. C'est en l'espèce depuis l'élection de Nicolas Sarkozy que cette réforme est adoptée. Permettez-moi de dire que quand on a créé la République, la République a été créée à une voix près. Je pense que personne ne va remettre en cause le principe de la République. C'est vrai que cette réforme, au Sénat, a été votée à 2 voix près. C'est très peu.
Mais néanmoins, la réforme est votée, elle est passée ensuite à l'Assemblée nationale, elle est maintenant devant le Conseil constitutionnel. Et maintenant, votre boulot, c'est quoi? De la promouvoir, de la faire accepter? C'est d'abord de faire en sorte que la réforme, lorsqu'elle sera passée par le cap du Conseil constitutionnel, puisse s'appliquer, en particulier pour ce qui est des communes, des intercommunalités. Je veux vous dire ici quand même, au Sénat, les élus de gauche ont dit que très largement sur commune, intercommunalité, sur le bloc communal, il y a convergence. C'est vrai que ce qui a fait débat, c'est la création du conseiller territorial, c'est-à-dire un homme qui représente à la fois le territoire, mais au Conseil général et en même temps au Conseil régional. On a du mal à l'identifier. Mais c'est exactement le contraire. Aujourd'hui, pendant la campagne régionale, quand vous faisiez des micro-trottoirs, je pense que Public Sénat en a fait comme tous les autres, eh bien chaque fois il était revenu que les gens n'arrivent pas bien à cerner ce qui est du Conseil régional, ce qui est du Conseil général. Là, ils auront un interlocuteur qui sera à la fois au Conseil général et au Conseil régional. Donc ça permet de mieux identifier votre interlocuteur. Ah oui, mais laquelle des deux collectivités sera le plus affaiblie? Il n'y a pas de raison d'affaiblir. Les deux, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une clarification des positions entre les deux, il y aura une efficacité plus grande financière, et il y aura en même temps une transparence plus grande, puisqu'on saura qui fait quoi. La décentralisation, c'est plus d'efficacité sur le terrain, par plus de proximité, mais c'est aussi plus de démocratie, parce que les gens savent à qui ils s'adressent. Aujourd'hui, les gens ne savaient pas à qui ils s'adressent. Et cette réforme va permettre d'aller plus loin. De la décentralisation, les socialistes disent régression. Mais je sais bien, aujourd'hui dans notre pays, nous avons l'habitude, chaque fois que la droite présente quelque chose, la gauche est contre. Et quand la gauche est majoritaire, elle présente, la droite est contre. Il faut sortir de ce jeu. Quand vous allez en Allemagne ou dans d'autres pays, eh bien l'intérêt, c'est l'intérêt qui prime, l'intérêt général. Il faut être capable parfois de dépasser ces clivages. C'est la raison pour laquelle je travaille avec l'ensemble des partis pour faire en sorte que ce soit la démocratie qui gagne, que ce soit l'efficacité au niveau des collectivités qui soit gagnante. Vous pourrez préciser justement votre position politique dans un instant, mais j'aimerais encore vous poser une question sur Jean-Paul Huchon, dont l'élection en Ile-de-France, vous savez, pourrait être annulée. En tous les cas, un recours doit être examiné par le Conseil d'État et le Parti socialiste dénonce des motivations politiques. Écoutez, je dois dire qu'en ce qui me concerne, en 2004, j'ai été élu sénateur. 4 sièges sur 5. Une liste a fait un recours. Le recours a abouti. Mon élection a été annulée. Personne n'a imaginé une seconde que ça aurait pu être pour des raisons politiciennes. Il faut arrêter d'imaginer, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, que c'est nécessairement pour des raisons électorales ou politiciennes. Moi, j'ai entendu récemment une candidate à la présidence de la République dont l'appartement a été visité et visiblement dévasté. Immédiatement, on voit derrière des raisons politiciennes. Qu'est-ce que vous dites ce soir sur Ségolène Royal, puisque la police nous dit qu'elle a identifié une mineure? Voilà, pourquoi est-ce qu'on veut d'office politiser tout ce qui arrive dans notre pays? Il y a des moments où il y a des malfrats, il y a dans notre pays des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins. Pourquoi automatiquement vouloir derrière voir la patte du politique? Aujourd'hui, Jean-Paul Huchon, d'abord on va attendre ce qui va se passer. La décision qui sera prise au niveau du Conseil d'État, on verra bien ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des reproches qui ont été formulés et visiblement, il y a des reproches qui ont été reçus au niveau de l'instance devant laquelle... On lui reproche une campagne d'information sur les transports dans sa région alors qu'il n'était pas encore candidat au renouvellement de son... Moi, j'avoue que lors des dernières régionales, par exemple, lorsque les collectivités régionales utilisaient les moyens de ces collectivités pour expliquer que la réforme des collectivités est nulle et non avenue, je trouvais que c'était limite en termes d'utilisation de l'argent public pendant une campagne électorale. Est-ce que la légitimité de M. Huchon peut être remise en cause? Je rappelle qu'il a été élu avec 57% des voix en Ile-de-France. La légitimité, si on est élu, c'est une chose. Il faut bien sûr respecter les règles et bien entendu, nous allons entendre le Conseil qui prendra la décision et c'est l'instance suprême. Il n'y a pas de recours contre cette instance et à partir de là, on verra bien la décision qui sera prise. Vous qui appartenez à la famille centriste de la majorité, M. Richert, est-ce que vous vous sentez isolé dans ce gouvernement? Absolument pas. D'abord, je trouve que c'est un gouvernement tout à fait remarquable. La deuxième chose, j'ai toujours été centriste, je le reste. Je le suis à l'UMP, j'y ai ma place. Pendant la campagne, notamment des régionales, j'ai fait campagne en expliquant que je suis centriste. Je l'ai toujours été. Je n'ai jamais eu ni à le cacher, ni à m'en plaindre. D'accord, mais vous vous êtes réjoui à l'annonce par François Fillon, semble-t-il, qu'il y aurait un ajustement dans le remaniement, sans doute pour faire revenir plus de centristes. C'est un souhait que vous partagez. Mais d'abord, moi je me retrouve bien avec cette équipe au gouvernement. Je sais que, y compris dans cette équipe, nous avons des vrais centristes. Je pense à Maurice Leroy, à Michel Mercier et à moi-même. Personne ne peut contester ce qualificatif. Je pense que nous occupons des places où il est tout à fait possible pour nous de rayonner et de faire valoir nos positions.
Aucune difficulté. Si demain nous sommes complétés dans cette équipe, quelle que soit l'origine, je verrai qui fera partie de cette équipe. Dans l'immédiat, j'avoue que ce gouvernement me paraît tout à fait être en mesure de relever les défis devant lesquels se trouve la France. Et ces défis sont nombreux. Et ce qui est important, c'est que nous soyons en ordre de bataille. Philippe Richert, merci. D'être venu dans le 19h ce soir. À suivre donc la page internationale du 19h avec bien sûr l'élection d'Alassane Ouattara à la présidence de la Côte d'Ivoire. L'opposant à Laurent Gbagbo a donc finalement été déclaré vainqueur avec plus de 54% des voix. On en parle avec nos invités dans un instant, mais d'abord les dernières nouvelles avec Sophie Normand. Alassane Ouattara, nouveau président de la Côte d'Ivoire, l'ex-premier ministre l'emporte avec plus de 54% des voix contre près de 46% pour le sortant Laurent Gbagbo. Une annonce faite par la commission électorale indépendante qui met un terme à plusieurs jours de flottement. Le second tour de l'élection avait lieu dimanche. La commission électorale avait officiellement jusqu'à hier minuit pour annoncer les résultats. Mais il y a encore une heure, on ignorait toujours le nom du vainqueur. Lundi, ce sont des partisans de Laurent Gbagbo au sein même de la commission qui ont empêché physiquement l'annonce des résultats. Cette nouvelle arrive au moment où la violence refaisait surface. Cette nuit à Abidjan, le bureau du parti de l'opposant Alassane Ouattara a été attaqué par des hommes armés. Bilan, au moins 8 morts et une quinzaine de blessés. Tôt ce matin, c'est le siège du parti du président Laurent Gbagbo qui a été mis à sac. Et évidemment, donc, les inquiétudes quand même sont nombreuses pour la situation présente, malgré l'annonce finalement de cette victoire de l'ancien Premier ministre. Nos invités, Gonouane Isako, bonsoir. Vous êtes partisan d'Alassane Ouattara avec nous. Et en face de vous, Willy Blah, bonsoir. Vous êtes le directeur adjoint de la campagne de Laurent Gbagbo en France, tous les deux. Et vous allez devoir vous retrouver. C'est un début sur ce plateau pour un dialogue apaisé. On l'imagine. Antoine Glaser est avec nous. Grand spécialiste de l'Afrique, bien sûr. La sagesse de Laurent Gbagbo a fini par prévaloir. Monsieur Nisako, ce soir, quel est votre sentiment de satisfaction et de joie d'abord? La satisfaction, je suis très heureux parce qu'après quand même 15 ans de lutte, on a enfin eu gain de cause. Et ça, c'est quelque chose qui est à saluer. Et maintenant, à un moment, la CEI a eu à pédaler dans la semoule pour ne pas avoir à dire les résultats parce que depuis la commission, la commission électorale, parce que depuis lundi 10h, moi j'avais les résultats. Donc la CEI a mis du temps à le dire. Bon, maintenant, il y a eu de la part du camp adverse des difficultés à reconnaître leur défaite. Jusqu'à des violences et des morts parmi nos partisans. 8 morts l'année dernière. C'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Willy Blah. Je vous remercie de nous avoir invités sur ce plateau. Mais avant tout propos, je voudrais d'abord observer un moment de silence pour ces morts inutiles dont la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin. Je crois que je suis un peu surpris que mon interlocuteur enjambe les morts de ses compatriotes et savoure une victoire qui n'en est pas une, parce que la commission électorale indépendante, après 3 jours, après avoir fait expirer le délai de proclamation des résultats, passe donc ainsi la main au Conseil constitutionnel, qui doit donc proclamer les résultats. Nous sommes même très surpris. Et que vous annoncez... mais pour vous et on n'en connaît pas encore ce soir le vainqueur. Écoutez, le Conseil constitutionnel doit proclamer les résultats. Parce que 3 jours après que la CEI ne l'ait pas fait, c'est au Conseil constitutionnel qui doit le faire. Et je dois quand même préciser que les membres de la CEI ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Mais on annonce quand même ces 54%. Alors, l'éclairage d'Antoine Glaser. Oui, il faut comprendre le fonctionnement électoral. C'est-à-dire la commission électorale indépendante devait prononcer des résultats au fur et à mesure de l'arrivée des votes des régions. À un certain moment donné, les partisans de Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, ont interrompu finalement le décompte des votes de la commission électorale indépendante. Il y a eu une des très fortes pressions, en particulier de la communauté internationale, surtout des Nations Unies, en disant il faut vraiment sortir un chiffre avant, finalement, hier soir, cette nuit. En fait, c'est vrai que c'était le deadline. Donc il y a une très forte pression. Il y a une très forte pression sur les commissions électorales indépendantes parce que finalement, Laurent Gbagbo a la Cour constitutionnelle à sa main.
a pour lui. Il a la Cour constitutionnelle à sa main, et donc il a dit, puisque la commission électorale indépendante est finalement n'est plus et n'a pas respecté son deadline, c'est la Cour constitutionnelle qui s'est auto-saisie et qui a dit, moi je prononcerai les résultats dans 7 jours. Mais à partir du moment où la commission électorale indépendante... D'accord, on a compris. Donc les résultats, et c'est ce que confirme, et c'est ce que vous nous dites, et c'est ce que confirme le Conseil constitutionnel, les résultats ne seraient pas valables à cette heure. Alors, ne sont pas validés. Monsieur Nisako, est-ce que vous avez l'impression là qu'on vous vole cette victoire? Non, personne ne peut nous voler cette victoire. Mais vous êtes confiant? Oui, confiant. Non, personne ne peut vous voler... Attendez, monsieur Nisako. Personne ne peut nous voler cette victoire. Tout simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est cette règle-là qui est que le vaincu doit reconnaître sa défaite n'est valable que dans des pays où la démocratie est effective. Mais ce n'est pas une règle à respecter totalement. On n'est pas obligé de dire il faut qu'il reconnaisse. Nous sommes convaincus de notre victoire. Alassane Dramane Ouattara est le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est cela qui importe. Bon, monsieur Blas, est-ce que vous reconnaissez votre défaite? Oui ou non? Avant de vous répondre ça, pour vous dire que, avant de vous dire, le principe premier de la démocratie, c'est le respect de la Constitution. Bien sûr. Une démocratie saine est celle où l'on respecte non seulement la Constitution, mais l'ensemble des lois qui fixent les modalités de la lutte politique et qui cadrent l'environnement dans lequel les individus se déploient. Bon. Je le dis, c'est Armand Arin qui le dit. Comment est-ce que le Conseil constitutionnel, pourrait aller contre la Commission? Oui, mais permettez, on est dans une situation très délicate. Nous ne pouvons pas accepter déjà que des chaînes de télévision fassent des spasmes médiatiques, ou avant même que la CEI n'eût annoncé les résultats, proclament M. Ouattara vainqueur. C'est inacceptable. C'est antidémocratique. Qu'est-ce que vous espérez maintenant? Ce que nous espérons, c'est qu'après le délai expiré, et avec les recours qui ont été faits par les différentes parties, le Conseil constitutionnel statue et invalide certains résultats qui, par exemple, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ont atteint des scores soviétiques. Ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Même au temps de l'URSS, les scores à 98%, ça n'existe plus. Donc, il y a des recours qui ont été formulés. Nous attendons d'abord que le Conseil constitutionnel statue sur ces recours, après quoi on proclamera des résultats. Le Conseil constitutionnel va statuer après la promulgation des résultats. Et nous savons très bien que dans le Nord, M. Gbagbo, au premier tour, a eu un score insignifiant. Chacun des candidats avait son fief. Et donc, si M. Gbagbo veut à tout prix éliminer les zones où M. Ouattara a fait de 85%, ça veut dire simplement qu'il veut faire un coup d'État. Dites-nous, sans entrer effectivement dans le découpage régional du scrutin, est-ce que l'on est plus près de la sortie de crise ou est-ce qu'on risque de s'y enfoncer à nouveau dans votre pays? Ce sera impossible. Écoutez, je suis même pressé de répondre. Quand M. Nisako Gogoa, que j'apprécie, vient sur un plateau télé et enjambe les morts, on a l'impression qu'il y a un problème. On ne va pas vers la sortie des crises comme ça. La sortie des crises, nous l'avons souhaité démocratique. Nous l'avons souhaité en sortir avec les élections qui se passent en ce moment. Il y a eu dans le Nord des exactions qui ont été commises, qui ont été constatées, qui ont été même dénoncées par les observateurs internationaux qui sont en Côte d'Ivoire. On n'en parle pas. Et on vient sur un plateau télé pour dire on est content d'avoir gagné. Aucune élection n'a été encore gagnée. Les morts qui viennent d'arriver, il y a eu 8 morts qui ont été assassinés gratuitement dans les bureaux du RHDP. Et ces morts-là nous concernent. Le parti de M. Gbagbo. J'en suis touché. Le parti de M. Ouattara. Le parti de M. Ouattara. J'en suis touché. Et je ne suis pas du genre à enjamber les morts. Mais je veux dire que ce soir, moi j'étais venu pour accueillir de la part de M. Blas les félicitations de son parti pour dire que M. Ouattara a gagné. Félicitations. J'avais annoncé un dialogue apaisé entre vous, messieurs. Pour que le dialogue soit apaisé, il faut que l'un reconnaisse la victoire de l'autre. Bien sûr. Écoutez, je pense qu'on n'en est pas encore là. On en sera là lorsque les résultats seront prononcés, après que la Cour constitutionnelle eut statué sur les différents recours qui ont été faits. Mais je voudrais, avant de vous laisser la parole, dire à M. Nisako que ce n'est pas vrai. Les 8 morts dont on parle, M. Atebi William, qui est député FPI, a dénoncé, est venu même apaiser, dans le fief du FPI, à Yopougon, est venu calmer les jeunes. Lorsque nos bureaux à Yopougon ont été saccagés, là où il y a eu 8 morts, et nous avons été surpris.
même ahuri, lorsque les chaînes assez respectables comme BFM TV et iTélé reprennent en boucle ces images et disent que c'est le siège du RDR. Ça n'est pas vrai, c'est une contre-vérité. Monsieur Nizato, votre candidat, Monsieur Ouattara, a dit récemment, dans la campagne, que Laurent Gbagbo était un putschiste. Est-ce que cette situation, ce soir, lui donne raison? Ça lui donne raison dans la mesure... Là, on a le témoignage sur le plateau, disant qu'on n'accepte pas les résultats de la CEI. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant, ou sur qui comptez-vous? Puisqu'il y a une mobilisation internationale, même les Nations Unies, qui s'alarment de la situation ce soir dans votre pays, messieurs. Qu'est-ce que vous comptez faire et sur qui pouvez-vous vous appuyer? Il faudrait que le camp du président Gbagbo sache exactement ce que c'est qu'une démocratie. On ne peut pas s'être battu pour le multipartisme et ne pas accepter l'alternance au pouvoir. Et ça, c'est la chose la plus importante. Il faut qu'il le sache. Il doit y avoir de l'alternance au pouvoir et il doit l'accepter. C'est un homme qui est démocrate dans l'âme. Alors, en fin de mandat, qu'il reconnaisse qu'il a perdu. Antoine Gazer, je vous donne la parole. On va écouter les éclairages. Malheureusement, vous avez tous les deux face à nous un dialogue de sourds et Antoine Gazer va le... Je ne peux pas laisser dire que M. Gbagbo est un putschiste, permettez. Permettez que je lance un peu... Répondez à M. Ouattara. Je dis que le putschiste, c'est bien le RDR avec la partie... Antoine, ce qui s'est passé, c'est que les partisans de Laurent Gbagbo ont considéré que dans le nord du pays, les élections ne se sont pas déroulées, que leurs partisans n'ont pas pu voter comme il fallait, etc. La fameuse communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies avec M. Choi, a dit qu'il n'y a pas eu de violence massive dans le Nord qui justifie finalement, un arrêt du processus. Il peut y avoir des recours ensuite, mais je veux dire, compte tenu de la victoire de la commission, prononcée par la commission électorale indépendante de 54,1% pour Alassane Ouattara. Pluraliste, il faut pluraliste, et on a du mal à imaginer, compte tenu de ce raz-de-marée quand même, il faut le dire, et du bon report des voix du candidat Henri Condormellier sur les voix d'Alassane Ouattara, compte tenu de ce score, on a du mal à imaginer que même la Cour constitutionnelle puisse finalement inverser complètement, même avec les recours. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il faut considérer quand même, c'est que le président Laurent Gbagbo, à mon avis, sans doute inspiré par un certain nombre de marabouts blancs qui lui ont fait croire qu'il allait passer au premier tour et qu'il n'y avait aucun problème pour lui au deuxième tour, qu'il allait rester au pouvoir en Côte d'Ivoire, il a sous-estimé la volonté de changement dans son pays, il a sous-estimé le report des voix finalement d'Henri Condormellier en pensant que sur une base ethnique, ils n'allaient pas voter pour un candidat du Nord parce que ce sont des baoulés du centre du pays. Et je pense qu'il s'est trompé, il n'a pas suffisamment travaillé politiquement, sans doute au niveau de sa campagne. Mais je veux dire, craignez concrètement pour les heures et les jours qui viennent? Très honnêtement, compte tenu de ce qui s'est passé, de la liesse dans le pays, de la volonté de changement, ça va être extrêmement difficile au président Laurent Gbagbo, même si c'est un politique qui a montré, vous rappelez-vous Jacques Chirac en 2003, comment il voulait transformer Laurent Gbagbo en reine d'Angleterre et que Laurent Gbagbo finalement est rentré au pays, il y a une flambée nationaliste et il a quand même réussi alors qu'il y avait toute la mobilisation de la communauté internationale contre lui. Il a quand même, d'abord il a toujours l'appareil de l'État, l'appareil sécuritaire et aussi cette fameuse Cour constitutionnelle à sa main. Mais très franchement, il y a une telle volonté de changement, on imagine mal pouvoir comme ça, avec 4,1%, changer complètement. Lui, ce qu'il voulait, Laurent Gbagbo et ses partisans, vous ne me direz pas le contraire, c'était annuler finalement le deuxième tour et avoir un deuxième tour. Est-ce que, messieurs, vous pouvez vous serrer la main sur ce plateau? Il reste 30 secondes. Est-ce que vous pouvez vous serrer la main? Je voudrais dire à M. Glaser que je respecte beaucoup. Mais vous n'êtes pas d'accord? Okay. Oui, je respecte beaucoup M. Glaser, mais je pense que l'analyse est un peu partisane. Est-ce que vous pouvez serrer la main à votre compatriote? Non, il n'y a pas de problème. Blard. Nous avons au nord une partie qui est contrôlée par des rebelles, où on ne peut pas voter librement, on va pas refaire le scrutin. Le premier tour, vous l'avez accepté, et vous ne voulez pas accepter. Est-ce que vous pouvez vous serrer la main, tous les deux? Oh, écoutez, non, on se connaît. On se connaît, il n'y a pas de problème. Justement, serrez-vous la main. Il n'y a pas de problème. Allez. Il m'appellera pour me souhaiter, pour me dire félicitations. Non, je ne pense pas. Ce sera peut-être l'inverse. Allez. On n'a pas assez de marge de manœuvre. Merci à tous les deux. Merci Antoine. Voilà, on va suivre tout cela dans les heures qui suivent. On y reviendra bien sûr dans le journal de 22h avec Sonia Mabrouk. Bonsoir à tous. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale Pile et Face. Bonsoir à tous.